Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Je me trouve actuellement à Futaleufú, une petite ville chilienne à la frontière de l'Argentine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en est passé des choses depuis le dernier épisode. Alors mettez-vous bien à l'aise. C'est parti pour l'épisode 4. Alors du coup dans le dernier épisode on s'était quitté dans la ville d'El Chaltén en Argentine et puis je vous disais que j'allais laisser la pampa et le vent de côté pour rejoindre la fameuse Carretera Austral au Chili. Mais qu'est-ce que c'est en fait cette Carretera Austral? Et ben en fait c'est tous les cyclistes qui venaient du nord qui m'en ont parlé comme étant la route la plus belle qu'ils avaient empruntée depuis le début de leur voyage. Donc forcément ça me titillait un peu et puis il fallait vraiment du coup que j'aille voir ça de mes propres yeux. Alors la Carretera Austral, c'est une longue route chilienne de 1200 km qui a été créée dans les années 1980 sous le régime de Pinochet et qui a été construite du coup pour que les régions du sud du Chili ne soient plus coupées du reste du pays, du centre et du nord du Chili. Alors aujourd'hui, elle est réputée pour étant un paradis pour les cyclistes et même pour les amateurs de paysages grandioses. En 1200 km, on passe par beaucoup de paysages et donc voilà, il fallait absolument que j'aille rouler dessus, voir ça de mes propres yeux, mais j'étais loin d'imaginer que cette fameuse route chilienne allait autant m'émerveiller que m'éprouver. Et du coup ça a directement commencé en partant d'El Chaltén, il fallait qu'on rejoigne le point de départ de la Carretera Austral et déjà là ça a été une grosse épreuve. Alors voilà, j'étais accompagné de mes amis bretons Damien et Camille et du coup ensemble on a dû traverser la frontière, mais une frontière qui n'était pas habilitée on va dire pour les vélos. Donc pour vous raconter un peu, il fallait déjà commencer par une route caillouteuse de 30 km pour atteindre un bateau, un petit ferry qu'on devait prendre. Et ensuite on allait arriver donc dans un bois qui est plus axé randonnée. On ne pouvait pas faire de vélo à l'intérieur donc on a dû pousser les vélos comme ça pendant 5-6 km avec des énormes montées, des énormes rochers, des racines, tout ça. Et donc heureusement que j'étais pas seul pour cette aventure. J'étais accompagné du coup comme je vous le disais de mes amis bretons et du coup ensemble on s'entraidait, on poussait les vélos, on redescendait, on repoussait le vélo du voisin, on portait les sacoches, ensuite on devait traverser des rivières. Moi avec mon petit problème de vertige ça n'a pas aidé non plus, même si c'était pas super haut, c'était quand même... on pouvait quand même avoir peur, donc voilà, c'était très physique, c'est là que j'ai vu que je manquais un peu de force dans les bras. Allez là, Bliv américain là. Et voilà, même à mi-parcours, il y a un Chilien qui s'est arrêté, qui m'a proposé de prendre mon sac tellement il voyait que j'étais complètement au bout de ma vie quoi. On a fait environ 5 km en 5 heures. Mais après avoir souffert pendant 5 heures et être arrivé en haut, on a vu du coup le passage de frontière Argentine-Chili, donc ça nous a remis un peu du baume au cœur. Et il nous restait ensuite 20 km de pistes quand même caillouteuses en descente. C'est beau. Pour atteindre une autre berge où nous attendait un autre bateau et celui-là fallait vraiment pas qu'on le loupe. C'est un bateau qui part pas tout le temps, il part vraiment quand il y a du beau temps. Quand il y a du mauvais temps, on peut rester bloqué pendant peut-être une semaine quoi. Et donc là on avait entendu dire dans la journée qu'il y avait un bateau qui allait partir le soir et ça allait être le seul de la semaine quoi. Donc il fallait vraiment qu'on prenne ce bateau là. Donc du coup on a quand même bien avancé sur la fin. Et en plus de ça, du coup à 1 km de l'arrivée jusqu'au bateau, Damien qui crève. Donc là on a fini vraiment en poussant le vélo, Damien il avait la pompe dans la bouche. Et au final on a réussi quand même à avoir le seul bateau du coup qui partait de la semaine. On est arrivé je crois 20-30 minutes avant qu'il parte, donc c'était short mais on l'a fait. Donc on était super contents, on est arrivé le soir, on est arrivé à 22-23 heures. On est arrivé devant le panneau début de la Carretera Austral. C'était vraiment tout un symbole quoi d'arriver la nuit devant ce panneau mythique du début, le kilomètre 0 de la Carretera Austral. On a trouvé un petit bivouac comme ça de nuit juste au bord d'un lac. Et donc voilà, c'était parti pour un nouveau voyage qui commençait.
Et là vraiment c'est une vue constante sur des forêts, des lacs, des rivières, des cascades de partout, des glaciers en fond. Parfois on passe dans des endroits où c'est plus de la forêt type tropicale avec beaucoup d'humidité. Vraiment un nouveau voyage quoi qui commence et comme il y avait plein de lacs, j'en ai profité pour acheter une canne à pêche. Bon, je viens de trouver un super spot là juste à côté du pont et à côté d'un lac. Et comme il est encore assez tôt, je vais pêcher, essayer de pêcher pour la première fois. Donc est-ce que ça va mordre? Est-ce que ça va pas mordre? Est-ce que je vais manger du poisson ce soir? La réponse dans un instant, c'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de poisson, je rentre bredouille de la pêche, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Je vais encore manger des pâtes ce soir, c'est pas grave. Et voilà, qui dit beaucoup aussi de verdure, dit forcément de la pluie. Et ça, j'avais pas été confronté encore à ça depuis le début de mon voyage. Et donc voilà, ça a pas loupé, hein, franchement, j'ai eu beaucoup de pluie pendant toute la Carretera Austral. Bon allez, on est parti pour rouler toute une journée sous la pluie aujourd'hui. Pour ça, j'ai sorti l'équipement intégral, les gants de pluie, le kawaii bas et les surchaussures. Et parfois quand la pluie est tellement forte, c'est quand même assez dangereux de rouler. Alors heureusement quand même sur la route, il y a quand même plus d'endroits où je peux m'abriter qu'en Patagonie, dans la Pampa où j'étais il y a quelques semaines maintenant. J'ai dormi dans des églises, j'ai dormi dans des refuges, j'ai dormi bien sûr dans des campings, au bord des rivières, au bord des lacs quand il faisait beau. J'ai aussi dormi dans un club de rodéo pour m'abriter d'une pluie assez violente qui était arrivée le soir là. Alors la Carretera Austral, c'est aussi le début des montées, hein, parce que les montagnes, voilà, on les voit au loin, mais à un moment, il va bien falloir qu'on les affronte, hein, voilà, qu'on aille dedans. En pleine ascension d'un col là, de 5 km à 10% de moyenne, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je peux vous dire qu'en rentrant en France, je suis prêt pour aller faire l'école, les gars. C'est parti pour les Alpes, tout ce que vous voulez. Il faut savoir que ici au Chili, les gens sont hyper généreux quand ils voient un cycliste. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur le bord de la route, qui me donnent à manger, qui me demandent si ça va, qui me donnent de l'eau. Bon, le cheval en toile de fond et les viennoiseries qu'on vient de m'offrir à l'instant. Un Chilien qui s'est arrêté sur le bord de la route, qui m'a offert ça, qui m'a vu en tente, il m'a dit: mec, t'es en train de voyager à vélo et tout, t'as besoin de force, prends ces viennoiseries. En plus, il y en a beaucoup, hein. Il y en a 4. Je vais encore bien manger ce soir, bien être repu. J'ai l'impression que ces épisodes, c'est je fais que de parler des gens qui m'offrent des trucs sur la route. Mais en même temps, c'est vrai, quoi. C'est ce qui m'arrive pratiquement tous les jours. N'importe où je campe, que je sois sur la route, il y a toujours des gens qui s'arrêtent, c'est juste fou. Et je parle même pas des voitures qui klaxonnent. Pratiquement constamment, je dirais que c'est 1 sur 2, 1 sur 3 qui klaxonne ou qui applaudit. C'est là qu'on se dit qu'on est quand même content d'être parti à vélo et qu'on sait pourquoi on fait ça, quoi.
Alors il y a aussi une chose qui change complètement par rapport à la Pampa de Patagonie et la Terre de Feu, c'est qu'ici on rencontre du ripio. Alors le ripio, c'est une espèce de route pas goudronnée, caillouteuse, plus ou moins en mauvais état, avec parfois des ondulations. Et ça c'est vraiment horrible quand on est à vélo parce qu'on ressent les vibrations de partout. Des fois il y a des nids de poules qui sont vraiment quand même assez violents. Donc ça nous retarde, ça nous ralentit. Bon, la Carretera Austral, c'est dur avec le ripio. Mais franchement, quand on voit des vues comme ça constantes toute la journée, ça redonne le moral. Allez, on continue. Il peut y avoir du bon ripio, où ça roule quand même pas mal, mais il peut aussi y avoir du ripio féo ou malo, donc du ripio vraiment infernal. Ça a été le cas quand je suis arrivé dans la ville du coup de Tortel, toute petite ville juste à côté des fjords de 500 et quelques habitants, donc vraiment une ville perdue au bout du monde, et voilà, faite entièrement de passerelles. Donc ce qui n'est pas du tout pratique quand on est à vélo, mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'aventure. Et donc pour arriver dans cette ville, il y avait quand même un ripio assez violent et du coup une section vraiment horrible juste avant d'arriver à Puerto Rio Tranquilo. Et donc c'est là qu'il m'est arrivé une grosse galère en fait. J'ai cassé la patte de mon dérailleur. Donc évidemment à ce moment-là, il pleuvait à torrent, j'étais à 20 km du prochain village. Là ça sentait quand même un peu la galère. Donc j'ai levé mon pouce, j'ai fait du stop. Miraculeusement, il y a la deuxième voiture qui s'est arrêtée. J'étais trempé, j'avais honte d'entrer dans sa voiture. Je me suis dit, je vais complètement cradosser ta voiture, je suis désolé. Il m'a dit, t'inquiète pas, rentre, mets-toi à l'abri. Bon, je viens d'arriver à Puerto Rio Tranquilo et j'ai dû faire du stop pour arriver jusqu'ici parce que mon vélo a cassé en fait la patte de dérailleur, a eu un petit choc sur le ripio. Donc là je vais rester bloqué je sais pas combien de temps. À la suite au prochain épisode. Voilà les amis, un peu les nouvelles. Alors du coup dans ce petit village il y avait juste une personne qui pouvait m'aider. C'était un gars qui s'appelait Pablo, qui avait un petit atelier de vélo. Mais évidemment il avait pas la pièce qu'il fallait. Donc voilà, j'ai attendu une semaine pour essayer de voir s'il pouvait pas la faire venir d'une autre grande ville. Mais il y avait quand même des choses à faire dans cette ville. Donc c'est pour ça que j'ai été visiter les Capias de Marmol. En fait, les Capias de Marmol, elles sont situées sur le deuxième plus grand lac d'Amérique du Sud. Et en fait, c'est des espèces de grottes faites de marbre. Donc c'est super beau à visiter. On peut les visiter en kayak, en bateau. Et elles ont été formées par voilà, l'effet de l'érosion, du vent et de la mer cumulés. Et aujourd'hui, elles sont protégées par la loi. Donc c'est interdit d'extraire du marbre. À Puerto Tranquilo aussi, j'ai eu la chance, je suis tombé pendant le festival de la ville, je crois que c'était les 70 ans de la ville ou les 170 ans de la ville, je sais plus. Et donc je me suis retrouvé avec des concerts gratuits. C'est vraiment super cool, une ambiance un peu chilienne, mexicaine. Et puis pendant mon passage à Puerto Tranquilo, j'étais bien content d'être à l'abri dans un camping parce qu'il y a eu une forte inondation, de fortes pluies qui sont tombées. Et l'espèce de petit barrage en fait qui sert à amener de l'eau potable au village a complètement été détruit par les arbres en fait qui se sont écroulés sous l'effet des pluies. Et donc du coup le village était plus du tout alimenté en eau, il n'y avait plus de douche, plus rien à boire. Donc du coup les gens allaient acheter de l'eau en bouteille dans les supermarchés, sauf que au fur et à mesure que tout le monde allait en acheter, il n'y avait plus assez de bouteilles. Donc là je me suis quand même dit, il faut quand même peut-être trouver un plan B et essayer de partir de ce village. Et donc c'est comme ça que j'ai pris la décision de prendre un bus, d'arriver jusqu'à la prochaine grande ville qui était à 4 heures de bus à peu près, et où j'avais plus de chances de pouvoir réparer mon vélo. C'est comme ça que je me suis retrouvé du coup à Coyhaique. J'ai été trop content parce que j'ai pu réparer mon vélo dans le premier magasin que j'ai trouvé. Bon, après une petite semaine d'arrêt, c'est bon, mon dérailleur est réparé, je reprends enfin la route. Et donc j'ai repris la route sur une route asphaltée en alternant comme d'habitude de toute façon un jour pluie, un jour soleil. Un jour soleil, un jour pluie, c'est comme ça ici.
faut s'habituer, c'est tout. Bon, je viens d'arriver devant un panneau indiquant Santiago à plus de 1600 km. C'est là qu'on se dit quand même qu'il y a encore du chemin à faire. Le Chili, c'est hyper grand. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, je suis tombé sur un sanctuaire, une espèce de mini-église formée dans les roches. Ça m'a beaucoup intrigué, donc je me suis arrêté et j'ai été voir. Et en fait, c'est un sanctuaire dédié au saint San Sebastian, qui était en fait un ancien romain qui s'était converti au christianisme. Ça n'a pas du tout plu à l'empereur romain de l'époque, mais San Sebastian a décidé de rester ferme sur sa foi, et donc il s'est laissé mourir en fait en martyr pour le Christ. Donc depuis, il est vraiment vénéré par l'église catholique, et ici, dans le sud du Chili, il y a beaucoup de sanctuaires qui ont été créés comme ça en son hommage. Il y a beaucoup de pèlerins qui viennent comme ça dans ces sanctuaires se recueillir. Et voilà, un petit instant un peu spirituel sur la route. Et ensuite voilà, j'ai continué, je suis arrivé dans la ville de Puyuapi, juste à côté d'un parc naturel que je voulais quand même visiter, c'est le parc national de Queulat, qui est un peu réputé comme étant la petite Amazonie du Chili. Et effectivement, quand on entre dans ce parc, c'est vraiment encore un autre décor. C'est une végétation très dense, tellement les arbres sont hauts qu'en fait on voit pas du tout le ciel. Beaucoup d'humidité. Le but de ce parc, c'était de faire une randonnée pour aller voir un glacier suspendu avec une cascade. Donc ça promettait d'être super beau. Évidemment, je suis arrivé dans cette randonnée un jour où il pleuvait. Donc quand je suis arrivé au Mirador, évidemment je n'ai rien vu. Bon bah voilà, bien arrivé au Mirador. Comme vous le voyez, on voit strictement rien parce qu'il fait de la pluie aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, hein. J'ai eu le Fitzroy avec le super beau temps, le soleil, on peut pas tout avoir. Donc voilà, on va redescendre maintenant. Let's go! Et donc après le parc national de Queulat, j'ai poursuivi ma route pour la fin de la carretera australe. Cette fois, le soleil était bien de retour et ça a fait super plaisir. J'ai pu apercevoir des paysages vraiment magnifiques avec des rivières d'eau turquoise. J'ai pu dormir dans des spots au bord des rivières où j'ai pu continuer à m'exercer un peu à la pêche sans succès. J'ai dormi aussi sur une plage où j'étais vraiment seul au monde avec les montagnes en fond, c'était vraiment indescriptible. Et donc c'est après tous ces merveilleux moments passés sur la carretera australe que maintenant je me retrouve à Futaleufú, juste à la frontière avec l'Argentine. La suite maintenant du voyage, ça va être la remontée par la route 40 en Argentine, où voilà, il y a encore des magnifiques paysages qui vont s'offrir à moi. On se retrouve donc très vite pour l'épisode 5. Je vous dis à bientôt les amis, portez-vous bien, et puis bise.